Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait bien longtemps, hein. La dernière vidéo datait des barres des nages justement, j'ai pas trop fait de vidéo entre temps parce que je n'ai plus le temps, mais je vous invite quand même à vous abonner à la newsletter de www.l'explorateuramoto.com pour pouvoir suivre en fait tous les articles que je fais et les photos. Donc aujourd'hui je pars pour un petit road trip de 3 jours, un petit tour des Hauts-de-France avec mon sidecar, le Ish modèle 56. J'ai pas vraiment prévu quelque chose de très touristique, c'est juste, on va dire, un road trip d'entraînement pour de plus grands projets plus tard. L'étape d'aujourd'hui, c'est partir de Templeuve pour Wimereux, en passant par les marais audomarois de Saint-Omer, le Cap Blanc-Nez, le Cap Grainé, donc environ 160-180 km. Je ne connais pas encore le rythme que j'aurai avec cette machine, donc soit j'y arrive, soit entre temps je vois que ça va pas et je m'arrête. Ce n'est pas sûr non plus que ce road trip arrive à la fin, parce que comme je dis, c'est vraiment un test. On mesure les choses, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire, et on verra ce que ça donne. C'est parti! Un seul coup de kick et ma moto démarre. N'est-ce pas merveilleux? Je prends la route en suivant l'itinéraire du Paris-Roubaix et très vite je me rends compte que je suis l'attraction des camping-caristes venus voir la course ce week-end. J'admets que le début de mon parcours est assez désagréable, puisque j'habite une région fortement peuplée. Rouler avec une vieille Brel de 1960, ce n'est clairement pas évident. Ma route m'emmène par Saint-Omer, mais je ne prends pas l'itinéraire touristique, car je veux garder du temps pour filmer les marais audomarois. Malheureusement, j'ai fait une gaffe. Et me voici du coup au centre de Nordosque, hein, devant l'église de Nordosque. Désolé, je ne me suis pas arrêté accidentellement en fait aux marais audomarois. Je les ai traversés et en fait je m'étais prévu un arrêt justement pour pouvoir faire décoller mon drone, prendre des photos. Mais j'ai loupé mon arrêt. Et au moment où je me suis rendu compte, je me suis dit non, trop tard pour faire demi-tour. Alors d'un côté c'est peut-être mieux, parce que quelle heure est-il? Il est... Allez, 13h34. Bon, je suis clairement pas dans mes temps. Bon, je pense que c'est mieux que je m'y suis pas arrêté, comme ça je pourrais filmer beaucoup mieux le Cap Blanc-Nez et le Cap Grainé. De toute façon, les marais audomarois, j'aurai d'autres occasions de vous les montrer et d'y retourner avec le sidecar ou en moto seul. 13h30 pour moi c'est la pause déjeuner. Les petits hamburgers que j'ai préparés. Question fiabilisation, qu'est-ce que je peux dire d'ici là? Eh ben, il y a un petit jeu que je n'aime pas avec petit jeu de vraiment un demi-millimètre de l'amortisseur de direction, ce qui fait qu'il faut quand même toujours tenir le guidon bien en main, parce que dès qu'il va... En fait, il y a un léger jeu de 2 mm et dès qu'on lâche, en fait, ce jeu va s'amplifier petit à petit, donc bon, c'est pas grand chose, mais c'est quand même chiant. Et mon joint d'échappement, que j'ai essayé toutes les solutions et celle-là ne marche pas. L'autre aussi. Bon, et ben déjà deux petites choses à noter dans le carnet. Et ma route reprend. Je vous épargne la petite heure et demie que j'ai perdue suite à une déviation qui m'a emmené à Tataouine. Mais sinon, aux abords de Calais, j'apprécie bien le paysage. Au bout d'un moment, la petite route de campagne finit par s'estomper pour laisser place à la D940 qui borde la côte. C'est un axe assez dangereux puisque cette route fait la joie des amateurs de vitesse. Je croise les doigts pour que rien ne m'arrive. Malheureusement, je n'ai pas croisé les doigts assez fort. C'est la panne. Trois fois rien, ce n'était qu'une panne d'essence. Heureusement que j'avais emporté dans mon sidecar un jerrycan de 5 litres. Le plein refait, ma moto repart, et même mieux, elle grimpe. Et me voici arrivé au Cap Blanc-Nez, la falaise la plus au nord de France, avec une hauteur située entre 130 et 150 mètres, principalement constituée de craie. C'est un lieu de mémoire, puisque l'obélisque qu'on voit ici se nomme le Memorial Dover Patrol, c'est-à-dire le mémorial de la patrouille de Douvres. Alors qu'est-ce que c'est la patrouille de Douvres? Eh ben, son histoire se déroule durant la Première Guerre mondiale. C'était une patrouille militaire franco-britannique composée de plusieurs sous-marins, destroyers et même bateaux de pêche. Bateaux de pêche? Pendant la Première Guerre mondiale, rassurez-vous, ils n'étaient pas là pour pêcher, les bateaux de pêche avaient été transformés en dragueurs de mines. En gros, les dragueurs de mines servaient à nettoyer une zone minée, pour protéger les autres navires. La mission de cette unité,
La patrouille de Douvres était de protéger les allers et retours de navires alliés entre l'Angleterre et la France. Et cette unité a bien résisté aux Allemands, puisque sur les 125 000 navires qui ont transité par ici, seuls 73 furent coulés. Le petit point d'histoire terminé, je reprends ma route en direction du Cap Grinet. Les derniers kilomètres me menant au Cap Grinet sont tranquilles. Il n'y a pas grand monde sur la route, je peux traîner et admirer le paysage avec mon vieux sidecar. Donc me voici au Cap Grinet. Je ne me suis pas trop arrêté au Cap Blanc-Nez, enfin j'ai pas trop pris le temps de filmer parce qu'en fait il y avait beaucoup de monde. Ici au Cap Grinet, bon c'est un peu plus grand, il y a moins de monde. Je voulais prendre des plans en drone, mais au Cap Blanc-Nez c'est pas autorisé, comme il y avait des panneaux et tout ça. En revanche, au Cap Grinet, l'usage de drone est autorisé. Malgré le vent qui souffle, je ne rechigne pas à m'en servir. Le Cap Grinet. Cet endroit marque la séparation entre la Manche à l'ouest et la mer du Nord à l'est. C'est aussi le point français le plus proche de l'Angleterre. Moins d'une trentaine de kilomètres d'eau nous séparent. Haute de 50 mètres, il paraît que depuis les hauts de la falaise, on peut voir les côtes anglaises. Mais à vrai dire, je n'y ai pas fait attention. L'histoire du Cap Grinet est riche, à cause de cette proximité avec l'Angleterre, entre les guerres napoléoniennes, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, les douaniers. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un point d'histoire que j'ai envie de retenir sur ce lieu. C'est plus un insolite. Comme il s'agit du point le plus proche avec l'Angleterre, cela fait plus d'un siècle que chaque année, des fous tentent de rallier les deux points à la nage. Surprenant, non ? Ma journée bien remplie, je reprends la route pour le camping de Wimereux. Arrivé au camping olympique à Wimereux, tout tranquille, c'est le moment de tout décharger. Et bien, nous voilà le matin du deuxième jour. Petite préparation déjeuner. Il y a tout dedans, les céréales plus le lait en poudre. Alors je... Ah ouais, c'est bon. Donc l'étape d'aujourd'hui va consister à rejoindre la baie de Somme, aller voir la Chartreuse de Neuville. C'est prévu que je traverse Abbeville. Alors je sais pas si je vais aimer parce que c'est quand même une grande ville. Je me suis mieux débrouillé à la fin de journée avec le sidecar qu'en début de journée. Je compte aussi passer par Amiens et dormir à un camping en dessous d'Amiens. Et mon itinéraire m'amène d'abord par Boulogne-sur-Mer. Une ville côtière très sympathique, mais dont la sortie est plutôt difficile. Une trentaine de kilomètres après, je rejoins mon objectif, avec une route pour le moins cabossée. Ouais, donc me voici arrivé à la Chartreuse de Neuville, un fabuleux endroit, un bâtiment immense. Je ne vais pas la visiter, c'est qu'en visite guidée, donc je n'ai pas le temps en fait, comme la prochaine visite guidée est à 14 h et j'ai quand même un petit peu un programme à suivre. Là je viens de voir le propriétaire qui m'a autorisé finalement à prendre des plans en drone et qui m'a un peu expliqué la Chartreuse de Neuville. Et je vous laisse savourer tout ça. Bonjour, ici on est à la Chartreuse de Neuville. Exactement, la Chartreuse de Neuville, qui est un ancien monastère. Autour de nous, il y a 700 ans d'histoire, et d'histoires très très différentes. Il y a différentes communautés qui ont vécu à la Chartreuse. Il n'y a pas eu que les moines, hein. Il y a eu un phalanstère d'artistes, un hôpital civil belge, et puis tout le XXe siècle, en gros, ça a été un hospice-asile.
Et la suite de l'histoire, elle commence en 2005 je crois. La suite de l'histoire, voilà, grosso modo, dans les années 2000, la Chartreuse est à vendre puisque l'asile hospice est parti d'ici pour aller dans des locaux plus adaptés. La Chartreuse est à vendre et il y a un architecte qui va imaginer un projet qui est double, hein, qui d'un côté va permettre de créer une résidence hôtelière sur le site, donc un hôtel, hein, et de l'autre côté, pour 51% des espaces de la Chartreuse, c'est une association qui développe un projet culturel. Et l'intégralité du site est en rénovation, il faut rénover l'intégralité du site. Avant Notre-Dame, c'était le plus grand chantier monument historique de France. Et je crois qu'on peut participer à cette restauration, non? Ah oui, complètement, puisque c'est pas un établissement public, donc nous on est une association, nous à 1901, et on porte une partie de cette restauration avec les investisseurs privés qui, eux, vont créer après une structure hôtelière, mais on porte une grande partie de cette restauration, donc toutes les contributions sont évidemment les bienvenues. Donc il y a d'une part l'ouverture au public, hein, donc il y a des visites guidées tous les jours, il y a aussi une visite libre tous les jours, on peut visiter une exposition, les jardins. Donc ça, voilà, il y a aussi des événements culturels très régulièrement, on va avoir un petit concert cet après-midi. Et puis il y a aussi un moyen très simple d'aider l'association, c'est d'adhérer à l'association, de prendre une carte d'adhérent à l'association qui coûte 20 €. Et vous l'aurez compris, si vous souhaitez participer à la restauration des 20 000 m² de bâtiments et des 4 hectares de toiture, venez visiter la Chartreuse de Neuville. Quant à moi, je reprends la route en direction de la baie de Somme. Et me voici arrivé à la baie de Somme. Donc depuis la Chartreuse de Neuville, la route a été plus tranquille en fait qu'avant. Je vais m'arrêter manger. La moto se porte bien, là j'ai pas eu de soucis, j'ai juste dû resserrer la roue du side qui s'était un peu desserrée. Mais en fait, globalement, le moteur va bien, c'est juste un peu tout ce qui est à côté qui a tendance à se desserrer. Je vous ai dit la baie de Somme, mais à vrai dire c'est vaste, parce que c'est une baie en même temps. Elle s'étend sur près de 70 km². Et l'endroit où je me trouve est situé à côté de l'écluse de Le Crotoy. C'est un endroit très apaisant, on y est au calme. Ce qui m'a attiré ici, c'était surtout la possibilité de voir des phoques, mais apparemment, ils sont assez discrets à cette période de l'année. Dans quelques semaines, ce sera bon. Je pense que Le Crotoy est un endroit parfait pour passer quelques jours en vacances. Il y a pas mal de circuits de randonnée en pleine nature à faire, et si l'on vient équipé d'une paire de jumelles, beaucoup d'oiseaux sont à épier. J'ai beaucoup apprécié l'endroit et pris un bon plaisir à observer le paysage avec mon drone. C'est la tête dans les nuages, enfin pas trop quand même, que je pars trouver un mien. Après 2 petites heures de route, mon ventre se met à crier famine. Alors, je m'arrête dans un lieu tout aussi beau que ceux traversés précédemment. Il y a un petit arrêt, je ne sais pas où, parce que... petit arrêt parce que j'ai faim, c'est tout, je vais me prendre un pain au chocolat, hein. Chocolatine dans le sud. Qu'est-ce que le GPS me dit? Alors je devais faire un arrêt au château d'Eaucourt-sur-Somme, on est à Long. Je devais faire un arrêt au château d'Eaucourt-sur-Somme, mais je me suis pas arrêté pour 2 raisons. Déjà, on le voyait pas du tout parce qu'il y avait plein d'échafaudages, donc il est en restauration. Et deuxièmement parce qu'il y avait un mariage juste en face. Le coin a l'air sympa. Alors j'ai suivi un panneau, c'était marqué barrage hydroélectrique. Mais si on regarde sur le GPS en fait, si on le voit à la caméra, est-ce que ça passe? Bon si ça passe en fait il y a quand même une grosse étendue d'eau. Toi je vais faire décoller mon drone et je pense que de toute façon il pourra voir plein de choses. Long est une petite commune de 618 habitants située entre Abbeville et Amiens. Ce que l'on voit à l'écran est bien la centrale hydroélectrique de Long.
C'est une petite centrale édifiée de 1901 à 1903 et qui a fourni de l'électricité au village jusqu'en 1968. Quant au château que l'on voit ici, il est surnommé la Folie de Buissy, car c'est un château reconstruit en 1733 à la demande d'Honoré Charles de Buissy, seigneur du lieu, héritage de son père, et trésorier de France au bureau des finances d'Amiens. Avant cela, il y avait une forteresse médiévale dans le but de surveiller le passage de la Somme, mais cette forteresse a été détruite en 1700. Et voici l'église Saint-Jean-Baptiste, d'un style néo-gothique, presque récente, sa construction fut achevée en 1851. Mon ventre rassasié, je reprends la route en direction d'Amiens. Traverser le centre-ville n'est pas une mince affaire, puisque les infrastructures urbaines et la circulation font misère à ma vieille Brel de 1960. J'apprécie beaucoup plus les derniers kilomètres qui me mènent au camping de la vallée de l'Avre, près de Moreuil. Apparemment un camping très prisé des mototrailers, puisqu'ici, et en fait c'est une étape apparemment d'un rallye qui va de Dunkerque jusqu'à Paris. Un Dunkerque-Paris à mototrail. Plus de 200 motards viennent ici se reposer. Je suis quand même fatigué, parce que tourner à gauche c'est très compliqué. Donc là je vais faire ma petite popote, me coucher, et demain c'est parti. Alors demain, où est-ce qu'on va déjà? Oui, je m'étais programmé un belvédère, belvédère de la Frise il me semble, le nom. Puis après on va faire un petit arrêt à Arras, Vimy-Lorette aussi, le Mont Saint-Éloi. Je sais pas en fait si je pourrais tout faire, c'est ça, j'ai peut-être prévu une trop grosse journée pour demain, donc on verra bien. Et me voilà parti pour le dernier jour. Je traverse la vallée de la Somme, qui par moments me rappelle les routes aveyronaises. C'est très nature comme endroit, on y est bien pour prendre l'air. Me voici arrivé à mon premier checkpoint de cette dernière journée, le belvédère de la Frise, donc pas loin de Frise, le village qui est juste en dessous. La vallée de la Somme en drone, c'est parti. Je pense que rien ne sert de décrire l'endroit. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Je ne m'arrête pas au centre-ville d'Arras, puisque je suis en retard sur mon itinéraire. Je file vers le Mont Saint-Éloi. Eh bien, me voici arrivé au Mont Saint-Éloi. Le Sécar a réussi à grimper le Mont Saint-Éloi. En fait, j'ai rien à dire sur le Sécar, il roule, il n'y a pas de souci avec. Tout au loin là-bas, c'est Arras. L'histoire de l'abbaye du Mont Saint-Éloi est riche, et avant qu'il y ait une imposante construction, bien des choses s'y sont déroulées. Mais si je me concentre sur la dernière construction en date, c'est entre 1733 et 1765 que l'abbaye fut construite. Elle n'aura pas duré longtemps, puisque la Révolution française de 1789 impose la fermeture des abbayes. L'abbaye est alors vendue comme bien national et devient en 1793 une carrière de pierre. Les derniers vestiges de l'abbaye furent les 2 tours, qui sont encore debout aujourd'hui. Elles ont été sauvées en 1836 par l'État et le département. S'il manque des morceaux aujourd'hui, c'est dû aux tirs d'artillerie que les tours ont subis durant la Première Guerre mondiale. En effet, ces tours faisaient un excellent point d'observation. Et en fait, ce qui est plus impressionnant, c'est d'imaginer le bâtiment qu'il y avait avant sur cet espace, sur cette plaine. Et je reprends la route en direction de Notre-Dame-de-Lorette.
me voici Notre-Dame de Lorette. Ça monte vraiment sévère ici, le sidecar a peiné à dépasser les 15 km/h, mais on a réussi. Le nom exact de ce lieu est la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette. Ce lieu surplombe la commune d'Ablain-Saint-Nazaire. D'une superficie de 25 hectares, on connaît surtout Notre-Dame de Lorette pour son rapport avec la Première Guerre mondiale. Mais saviez-vous qu'avant la nécropole, il y eut une petite chapelle construite en 1727, ceci grâce au peintre Florent Guilbert, en remerciement de sa guérison lors d'un pèlerinage à la Sainte Maison de Lorette, située en Italie. Cette chapelle fut détruite pendant la Révolution française, et plus exactement en 1794. En 1815 fut construite une seconde chapelle qui attira beaucoup de pèlerins, et celle-ci fut détruite en 1915 au cours de la bataille de Notre-Dame de Lorette. C'est une bataille qui s'est déroulée d'octobre 1914 à octobre 1915 et donc étalée sur une année. Notre-Dame de Lorette était un endroit stratégique car c'est une petite colline de 165 mètres d'altitude qui offre un panorama exceptionnel. On estime à 188 000, toutes nations confondues, le nombre de soldats qui ont péri en ces lieux. C'est en 1925 qu'est achevée la construction de ce lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale. Le cimetière militaire s'étend sur 13 hectares de terrain. C'est le plus grand cimetière militaire français. Ce sont 40 058 corps qui reposent ici. Ces lieux font également office de lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie et de la guerre d'Indochine. Plus récemment, en 2014, un anneau de la mémoire a été inauguré. C'est un anneau dont la moitié repose dans le vide afin d'exprimer la fragilité de la paix qu'il symbolise. Cet anneau est composé de 500 plaques d'acier avec inscrit dessus le nom de 580 000 soldats qui ont donné leur vie. Il faut savoir qu'on estime le nombre de pertes durant la Première Guerre mondiale à 9,7 millions pour les militaires et 8,9 millions pour les civils. Les 580 000 noms sont les noms des hommes venus des 4 coins du monde et qui ont péri sur les fronts du nord de la France. Et mon chemin se poursuit en direction du Mémorial canadien de Vimy. Le Mémorial national du Canada à Vimy est là pour commémorer les soldats canadiens qui se sont battus en France durant la Première Guerre mondiale. Elle est située sur la crête de Vimy, où a eu lieu la bataille du même nom. C'est une bataille qui s'est déroulée entre les 9 et 12 avril 1917, opposant d'une part l'Empire allemand et de l'autre l'Empire britannique, dont plus de la majorité était constituée de Canadiens. En effet, lors de cette bataille, ce sont 4 divisions du corps expéditionnaire canadien qui se battent contre les Allemands. L'issue de la bataille est la prise de la Crète par les Britanniques et Canadiens qui ont subi 3600 pertes sur un effectif de 30 000 soldats. L'Empire allemand avait alors positionné 20 000 soldats, dont la presque totalité a disparu. Mais je rappelle que ce monument n'a pas été érigé principalement pour commémorer cette bataille. Ce monument est surtout là pour honorer la mémoire de tous les soldats canadiens qui se sont battus en France. En effet, ce sont 66 000 Canadiens qui se sont battus à nos côtés, et on estime à 11 285 leurs pertes. L'imposante structure de ce mémorial a tendance à écarter un autre mémorial situé juste en face. Il s'agit du monument aux morts de la division marocaine, qui célèbre l'offensive de cette division lors de la bataille de l'Artois le 9 mai 1915. Leur but était justement, 2 ans avant l'Empire britannique et le corps expéditionnaire canadien, de prendre la crête de Vimy. Malheureusement, par manque de munitions et de renforts, ils n'ont pas pu atteindre leur but. Et bien voilà, le road trip de test de mon sidecar I56 de 1960 s'arrête ici. J'espère que les coins que je vous ai montrés vous auront plu, que les images aussi vous auront plu. Concernant mon verdict sur le sidecar, eh bien écoutez, est-ce que le prochain road trip que je ferai, ce sera avec le sidecar? Je ne sais pas, parce qu'il faut dire les choses. Ça, mais je m'y attendais en fait avant d'essayer, c'est que le moteur n'est pas puissant. Et à leur tirer autant de poids, c'est vrai qu'on n'avance pas, on est plus à la mobilette. C'est aussi question de consommation d'essence, avec le sidecar je consomme quand même beaucoup. En moto je consomme moins, donc je verrai en fonction de ce qui se passe, du prix de l'essence. Soit je roulerai en moto seul, soit en sidecar. Quoi qu'il en soit, c'est aussi pour une question de vidéo, c'est compliqué de faire de la vidéo avec le sidecar, puisque comme je le répète, je me traîne. Enfin voilà, on va voir, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite de bonnes aventures à moto, et à plus.